C'est pour ça que aussi être psy, c'est politique. C'est réellement politique. C'est pas un métier confortable. Non, c'est pas confortable d'être psy. Mais c'est politique. Militantif, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, je pense qu'être psychologue, c'est politique. Épisode 7, Psy et politique. Enjeux nationaux et regard d'ailleurs. La psy, c'est pour les fous. 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 La psy c'est pour les fous. Bienvenue sur Éclairage Psy, le podcast qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur la thérapie. Vous écoutez la première série, La psy, c'est pour les fous. Je suis Jeanne Coiffard, psychologue, auteure et podcasteuse. Mon objectif, démystifier le monde de la psy, faire de la santé mentale une priorité et vous montrer que la thérapie est un outil puissant pour mieux se comprendre et avancer dans la vie. Vous avez encore des doutes ? C'est normal. Dans cette saison, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous faire découvrir les coulisses de notre métier pour qu'il n'ait plus aucun secret pour vous. À travers des témoignages et des paroles d'experts, je vous offre une vision claire et sincère du monde de la psy. Si cet épisode vous inspire ou peut aider un proche, n'hésitez pas à le lui partager. Allez, on y va ? Beaucoup de psychologues estiment qu'être psy, c'est un acte politique, presque militant. Je ne pouvais donc pas faire ce podcast sans consacrer un épisode entier à ce sujet. Si vous avez écouté l'épisode précédent sur le thème de la féminisation du métier, vous m'avez entendu expliquer que l'enjeu majeur pour notre profession se situait dans sa reconnaissance et donc sa représentativité. Et qui de mieux que les syndicats pour représenter et défendre les intérêts professionnels et économiques de ces travailleurs. Depuis quelques années, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais le gouvernement cherche à conventionner les psychologues dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle aujourd'hui « Mon soutien psy ». Je précise aujourd'hui car le nom a changé en cours de route et il sera peut-être amené à changer encore. Ce dispositif part d'un bon sentiment. Son but est de donner accès à une prise en charge psychothérapeutique au plus grand nombre. Franchement, dit comme ça donne envie, n'est-ce pas ? Ben oui, un monde où consulter un psy serait accessible à tous, peu importe les revenus et les moyens. Mais on va voir que ce n'est pas si simple. Alors, je vous préviens tout de suite, cet épisode va peut-être ressembler à une leçon d'éducation civique. Et qui se souvient de ses cours d'éducation civique à l'école ? Oui, non, pas du tout, monsieur le maire. Personne, oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors, bien que ce sujet ne soit pas le plus captivant de la série, il mérite quand même qu'on s'y attarde. Pour cet épisode, j'ai interrogé une représentante du syndicat national des psychologues, le SNP, et nous allons évoquer les défis politiques actuels liés à notre profession. On ira aussi voir ce qui se passe chez nos voisins francophones, car leur système de prise en charge de soins psychiques ressemble étrangement à ce que notre gouvernement tente de mettre en place. Commençons par le syndicat national des psychologues. Bon, à partir de maintenant, je vais dire SNP, ça ira plus vite. C'est donc un syndicat qui représente les psychologues depuis 70 ans. Il a pour mission de défendre la profession, soutenir les psychologues, qui en auraient besoin dans leur pratique quotidienne sur le terrain, mais aussi participer aux négociations et au dialogue avec le gouvernement. Une représentante du SNP pour la région Occitanie a accepté de répondre à mes questions lors d'un entretien. Le SNP est un syndicat professionnel, donc il représente la profession. Il existe depuis 1950 et il s'est battu historiquement, par exemple, pour la loi sur le titre protégé, le statut de cadre, l'application des missions FIR, enfin de la conservation d'un temps FIR dans les administrations, enfin dans la fonction publique. Il a pour mission de défendre le public, évidemment, la profession et les professionnels. Petite précision pour les non-psy, FIR, ça veut dire formation, information, recherche. Dans notre métier, la Convention des psychologues prévoit de consacrer 20% de notre temps de travail à se maintenir informés des évolutions scientifiques dans notre domaine, à se former en continu et ou à participer à la recherche. C'est dire si c'est important pour notre profession d'actualiser nos connaissances. Plutôt rassurant, vous ne trouvez pas ?
Alors dans la défense de la profession, il y a évidemment participer aux négociations, participer à des discussions, des colloques et tout ça pour donner un avis sur la profession, mais c'est aussi aller relancer les ministères, aller travailler sur les grilles de salaire, travailler sur les textes de loi à venir ou faire infléchir ou faire créer des textes de loi aussi avec les députés. Comme vous venez de l'entendre, l'une des missions principales du SNP est de défendre les droits et les conditions de travail des psychologues. Il agit au niveau local, sur le terrain, mais aussi au niveau national. L'aspect militant du syndicat est donc très important. C'est avant tout des militants, des adhérents qui sont devenus militants, qui font ça bénévolement, c'est-à-dire tout un travail en dehors du travail quotidien du psychologue. Le soir on met notre casquette de militant et puis on travaille sur des dossiers, on se réunit, on réfléchit, on va à la rencontre des collègues. C'est ça le militantisme. Donc l'adhésion est hyper importante et c'est le minimum du militantisme, mais c'est hyper important pour le syndicat. On peut s'adresser au SNP et dire qu'on est prêt à participer à des groupes de travail de façon ponctuelle et pas sur la longueur, comme beaucoup d'entre nous au sein du SNP le faisons en fait. À savoir aussi que depuis quelque temps, on a ouvert les inscriptions gratuites aux étudiants et parce qu'on pense que l'avenir de la profession, elle se retrouve quand même dans les universités, et donc il y a tout un travail de transmission à faire auprès de nos jeunes collègues. Et c'est s'investir, militer. Il faut avoir évidemment un peu le temps et on est tous un peu à courir contre la montre, mais c'est aussi avoir à cœur de défendre notre profession qui est bien malmenée en ce moment par ce dispositif et par d'autres atteintes au quotidien à notre métier en fait. Quand la représentante du SNP parle de négociation, elle fait référence ici au fameux dispositif dont j'ai brièvement évoqué l'existence au début de l'épisode. Vous vous souvenez ? Mon soutien psy. Alors qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir les psychologues dans la rue, ce projet de financement de la sécurité sociale a mobilisé les foules et les psychologues ont manifesté en masse en 2021. Pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion, je vais vous expliquer en quoi consiste ce dispositif. Je vous avais prévenu que cet épisode aurait un peu l'allure d'un cours d'éducation civique. Mais même si c'est un peu rébarbatif, c'est quand même important. Et comme dirait l'autre... Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, je vais tenter de vous expliquer tout ça. Face à la nécessité croissante d'améliorer l'accès aux soins psychologiques, le gouvernement a initié en 2019 une phase expérimentale dans plusieurs départements de France, permettant ainsi la prise en charge des troubles psychiques légers à modérés. Il s'agissait essentiellement de la dépression et de l'anxiété. Il faut savoir qu'en France, les services de santé mentale sont saturés. Les listes d'attente peuvent être de plusieurs mois, voire même une année. Peut-être en avez-vous vous-même déjà fait les frais. Il était donc nécessaire de trouver une solution pour désengorger les services de psychiatrie et de permettre aux personnes d'accéder plus rapidement à un soutien psychologique, tout en favorisant une approche préventive de la santé mentale. Sans parler des nombreux patients qui renonçaient à consulter faute de moyens financiers. Attention, on a un tout petit budget. Pour la petite histoire, il s'avère que la Haute-Garonne faisait partie des départements sélectionnés pour cette phase expérimentale. Vivant à Toulouse à ce moment-là, j'ai donc décidé de participer. De la même manière que je dis à mes enfants de goûter un plat avant de dire qu'ils n'aiment pas, je voulais essayer pour pouvoir façonner ma propre opinion quant à ce dispositif à l'essai. De plus, en le testant moi-même, je me sentais plus légitime à pouvoir le critiquer. Et quand je dis critique, c'est dans le sens de critique constructive, bien évidemment. C'est ça qui permet de faire évoluer les choses. J'entends certains psys penser que je suis un peu naïve et utopique. Quelque part, ils ont raison. La crise du Covid a exacerbé les troubles psychologiques au sein de la population et a mis en évidence la nécessité d'une prise en charge de proximité concernant la santé mentale. C'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé de renforcer et d'étendre l'expérimentation avec le lancement officiel du dispositif Mon Psy qui a eu lieu en avril 2022. Et ça, c'était juste après les assises de la santé mentale et de la psychiatrie de 2021. Alors, en 2022, ce dispositif permet aux personnes souffrant de troubles légers à modérés de consulter un psychologue conventionné sur prescription médicale avec une prise en charge partielle par l'assurance maladie. À ce moment-là, le dispositif couvre jusqu'à 8 séances par an avec un remboursement de 40 € pour la première séance et 30 € pour les suivantes. Il a l'air chouette ce dispositif pour les patients. Si ça permet de donner accès aux soins à tous, moi je trouve ça vachement bien. Surtout pour les personnes les plus précaires. C'est quand même cher le psy, on va pas se mentir, tout le monde ne peut pas se le payer. Oui, c'est vrai qu'à première vue, ça a l'air bien. Mais ce dispositif est très controversé depuis le début. Voire même, il suscite la colère chez les psychologues.
Je l'ai déjà dit, c'est pas une profession qu'on a l'habitude d'entendre se plaindre. Alors que je l'ai largement décrit dans les précédents épisodes, les conditions de travail dans cette profession le justifieraient amplement. Selon le SNP, ce dispositif donne l'illusion d'être une bonne idée. Le SNP dénonce donc avant tout le désengagement de l'État. Selon le syndicat, c'est le rôle du service public de donner l'accès aux citoyens aux soins psychiques. Accès à tous, normalement, c'est celui du service public. Donc il y avait ce leurre-là entre vous allez tous avoir, pour la première fois, vous aurez des séances gratuites de psy, mais alors que ça existait depuis les années 50 en fait. Voilà, donc il y a déjà ça. Mais bon, c'est très bien le désengagement de l'État, et pas que de ce gouvernement, des gouvernements successifs, envers les services publics, qui sont devenus des lieux spécialisés. C'est-à-dire que maintenant, dans les CMP, on ne prend que les pathologies, on va dire, un peu graves. On ne prend plus ce qu'on appelait avant le tout venant. Vous avez votre petit dernier, elle faisait pipi au lit, vous l'ameniez au CMP, il y avait quelques séances de psychothérapie, et hop, voilà, c'était reparti. Maintenant, pour un pipi au lit, il faut aller voir quelqu'un à libéral. Bon, voilà. Donc évidemment, la question, c'est comment on transfère ce tout venant vers le libéral. Pour les non-psy et ceux à qui ça ne parle pas, CMP veut dire centre médico-psychologique. Ce sont des lieux de soins en ambulatoire rattachés à la psychiatrie, dans laquelle il est possible d'être reçu par un ou une infirmière qui oriente vers un psychologue et ou un psychiatre. Aujourd'hui, les délais d'attente sont, un peu aberrants. Bon, ça, on va attendre encore un petit peu de temps, parce que ça vous êtes pas tout à fait prêt. Non, il n'est pas tout à fait prêt. Ce dispositif-là qui emmenait les patients vers le libéral en prenant comme prétexte le fait qu'il y avait beaucoup de queues, de listes, il y avait des listes d'attente interminables au CMP dans la fonction publique en fait. Le SNP a toujours appuyé sur cette idée-là qui est un leurre, c'est-à-dire s'il y a des longues listes d'attente dans les CMP, c'est bien parce que l'État a démissionné de la fonction publique. Le SNP souligne donc le désengagement de l'État et préconise alors de renforcer le service public plutôt que de vouloir déplacer les demandeurs de soins vers le libéral. Le dispositif entend faciliter l'accès aux soins psychologiques, mais là encore, le SNP dit qu'il s'agit d'un leurre. En effet, il existe des critères d'inclusion pour pouvoir bénéficier de la prise en charge. En gros, il ne faut aller ni trop bien ni trop mal pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge. Et c'est aussi contre ces critères d'exclusion que les psychologues se sont battus. À savoir, déjà, il y avait des critères d'exclusion un peu naturels, c'est-à-dire que il y a des endroits en France où il n'y avait pas de médecin, donc il y avait donc pas possibilité d'adressage. Donc ça rendait difficile l'accès aux psychologues. Le SNP critique également l'évaluation de ces critères d'inclusion, en soulignant qu'en psychologie, il est souvent difficile d'apprécier avec certitude l'intensité des symptômes. Pour mesurer les symptômes d'anxiété ou de dépression, les médecins et les psychologues se basent sur des échelles d'évaluation, souvent des échelles de Likert. Le patient doit donc répondre à des affirmations en précisant son degré d'adhésion, c'est-à-dire s'il est tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord. La réponse peut aussi aller de tout le temps à jamais. Cependant, ces outils ne capturent pas toujours de manière fine et sensible la souffrance réelle du patient, ce qui peut limiter la précision de l'évaluation. Il y a ce critère de trouble anxieux léger à modéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on va voir un psy? Donc là aussi, c'était l'illusion, c'est-à-dire si c'est vous avez perdu quelqu'un de cher, oui, vous allez être en deuil et ce deuil, c'est naturel. Alors évidemment, d'aller se faire aider par un psy et puis un psy qui s'y connaît, c'est plutôt chouette, mais c'est pas un critère. Et savoir que derrière un deuil peut se cacher des choses beaucoup plus lourdes, beaucoup plus importantes. Un deuil peut en rappeler d'autres. Alors, peut faire remonter à la surface des traumatismes de l'enfance ou autre. On peut pas juger un symptôme psychologique comme un symptôme organique, c'est-à-dire évidemment, on va voir le médecin quand on se casse le bras et puis voilà, tous les médecins pourront dire c'est un bras cassé. Voilà, un trouble anxieux léger à modéré. Derrière, qu'est-ce qui s'y cache? Ça n'existe pas en psychologie. Donc voilà, donc il y a plein de leurres derrière cette sentence, cette publicité que tout le monde peut avoir maintenant accès à des séances gratuites en fait. Un autre aspect à l'origine du mécontentement des professionnels lors de la manifestation de 2021 était la perte d'indépendance des psychologues.
Dans la phase expérimentale, pour pouvoir bénéficier du remboursement des consultations, le patient devait nécessairement passer par son médecin traitant et avoir une ordonnance, comme pour les séances chez le kiné. Une étape de plus qui décourageait sûrement plus d'un patient. Cet élément du dispositif soulève d'autres problèmes. Les psychologues estiment qu'ils sont suffisamment compétents pour évaluer si oui ou non un patient a besoin de soins psychiques. Ensuite, cela pourrait aussi être un facteur bloquant pour les personnes qui ne souhaitent pas en parler à leur médecin traitant. Et enfin, cette procédure est lourde et elle fait perdre un temps, pourtant précieux par ailleurs, en paperasse administrative pour tous les professionnels. Les processus de remboursement tels qu'ils ont été pensés par le gouvernement nécessitent un passage par le médecin traitant, alors que jusqu'à présent, nous sommes en accès direct au niveau de la patientèle et il y a des patients qui vous disent qu'ils ne veulent pas dire à leur médecin traitant qu'ils souhaitent consulter un psychologue. Finalement, on vient complètement encadrer réglementer notre pratique professionnelle alors qu'on a un bac+5 et du coup, on a les compétences pour pouvoir tout simplement accompagner les gens. Cette obligation d'adressage sur prescription a finalement été abandonnée dans la version révisée de juin 2024. Le SNP se bat aussi contre la précarisation de la profession. D'ailleurs, c'est souvent l'argument premier avancé par ceux qui sont contre le dispositif. C'est la mise à mort préprogrammée des psychologues, cliniciens, psychothérapeutes au libéral. C'est un assassinat préprogrammé de la profession qui ne pourra plus vivre parce qu'au libéral, vous avez des cotisations sociales et des charges entre 40 à 60%, avec une rémunération à 22 € brut. Vous ne pourrez plus vivre. En fait, on a fait le calcul. Vous obtenez environ 8 € la consultation et vous vivez en dessous du SMIC français par mois, en dessous des 1 200 € par mois. Comment une profession à minimum bac+5 peut survivre avec moins que le SMIC par mois ? Le SNP cherche aussi à protéger les jeunes psychologues en début de carrière. Un des critères d'inclusion professionnelle dans ce dispositif a été d'avoir au moins 3 ans d'expérience. Ça a été pensé par les associations, les organisations de psychologues, le syndicat national des psychologues, pour éviter de précariser les nouveaux psychologues. Parce que voilà, on peut se dire, bah oui, je vais me mettre dans le dispositif et je vais avoir des patients. Sauf qu'on sait que pour des jeunes psychologues, ce dispositif n'est pas viable. Le SNP dénonce également la durée des séances et le tarif imposé par le gouvernement dans le cadre du dispositif. Initialement, les séances devaient durer 30 minutes pour une rémunération de 30 €. Si cette durée peut sembler acceptable pour les psychiatres, elle ne l'est pas du tout pour les psychologues qui pratiquent habituellement des séances d'1 heure. Les psychologues n'étant pas autorisés à facturer des dépassements d'honoraires, s'ils souhaitent proposer des séances d'1 heure pour offrir un accompagnement de qualité, ils seront quand même rémunérés 30 € pour ce temps-là. Ce qui n'est évidemment pas viable à long terme. Et si cette durée n'est pas confortable pour les psychologues, elle ne l'est pas non plus pour les patients. 30 minutes, c'est, beaucoup trop court pour se déposer dans le cabinet de son psychologue. Entendre par là, raconter son histoire, confier ses traumas, dire des choses dont on n'a parfois jamais osé parler nulle part ailleurs. Ça crée de la discrimination pour les patients, puisque ça limitera certains types de pratiques et certains outils théoriques, puisque les consultations sont limitées à 30 minutes. Et donc, effectivement, ceux qui auront les moyens de choisir leur thérapie pourront aller voir des psychologues non conventionnés. Par contre, ceux qui n'auront pas les moyens n'auront pas forcément le choix de la méthode et on est à nouveau dans une santé à 2 vitesses. Face à l'échec de cette première version, le gouvernement a proposé quelques améliorations. Le nombre de séances prises en charge passe désormais de 8 à 12 séances par an. Le tarif est passé de 30 à 50 €. Mais malgré ces efforts, le SNP n'est pas satisfait de ces évolutions. En janvier 2024, on pouvait noter qu'il y avait 2500 psychologues inscrits sur le site de Mon Soutien Psy. À savoir aussi que là aussi où il y a un petit leurre, c'est que certains qui ont voulu se retirer n'ont pas pu se retirer, étaient toujours apparents sur le site du ministère. Je rappelle que nous sommes environ 74 000 psychologues en France, ce qui signifie que moins de 5% des psychologues ont accepté de se conventionner. Ça pèse pas lourd dans la balance, cette affaire. La faible adhésion des psychologues semble être en lien avec l'inadéquation de ce dispositif aux réalités, tant du côté professionnel que patient. Selon le SNP, l'augmentation du tarif des consultations ne peut être suffisamment satisfaisante, notamment pour les psychologues qui exercent dans les grandes villes où les loyers peuvent être très élevés. Évidemment, faire évoluer
certains critères, c'est-à-dire de passer de 30 € à 50 €. C'est intéressant, évidemment, c'est un peu plus respectueux, mais que dire, 50 €, c'est pas le prix moyen sur tout le territoire. On sait bien que pour un psychologue qui habite une grande ville, les frais sont beaucoup plus élevés que pour quelqu'un qui serait installé dans un secteur rural. La question du 50 €, c'est pas satisfaisant. Ce qui aurait pu être satisfaisant, c'est qu'il y ait une possibilité de dépassement d'honoraires, par exemple. Ça aurait pu être satisfaisant. Le SNP dénonce aussi le flou qui plane encore sur les aspects concrets des remboursements. Alors le problème actuellement aussi, c'est que avec ce qui se passe au niveau gouvernemental, oui, le dispositif adopte son nouvel habillage, mais pour l'instant, voilà, tout reste flou puisque le gouvernement va changer, et qu'on ne sait pas ce qui va se passer après, et que les décrets d'application reste flou, c'est-à-dire comment va se passer le remboursement. On sait qu'il y a eu des formulaires qui ont été, comme des feuilles de remboursement qui ont été imprimées, mais en tout cas, ça reste flou. On ne sait pas s'il va y avoir un quota de psychologues en plus qui vont pouvoir rentrer dans le dispositif. Tout est bancal encore. Le nombre des séances par an est passé de 8 à 12. C'est une maigre évolution qui, là encore, ne correspond pas totalement aux réalités de nos pratiques. Certaines situations nécessitent de voir son psy toutes les semaines. Le manque de moyens financiers de certains patients fait que les psys les reçoivent plus couramment une fois toutes les 2 semaines. Et quand on reçoit un patient une fois par mois, c'est en général qu'il va déjà mieux et que le travail touche quasiment à sa fin. Proposer une séance par mois peut, en début de prise en charge, être vécu comme très insécurisant et donc inefficace pour le patient. Et si on suit un rythme plus soutenu, on arrive en 3 ou 6 mois à la fin des séances remboursées. Là aussi, je vous laisse un peu imaginer le patient en plein travail thérapeutique à qui on dirait au mois de mars ou au mieux juin « Eh bien, on va s'arrêter là. Rendez-vous en janvier de l'année prochaine. » Vous vous rendez compte ? Et si cette personne c'était vous ? Comment vous sentiriez-vous ? Je me sens très mal. Même si on passe de 8 à 12 séances, là, il n'y aura pas de renouvellement. On peut se dire, si quelqu'un qui va commencer sa thérapie en janvier va faire ses 12 séances, mettons, jusqu'en juin, mais aura besoin, parce que, évidemment, une séance de thérapie, ça peut ouvrir d'autres champs psychiques, en fait, d'autres problématiques psychiques. Il faudra mettre fin, ou alors il faudra que le patient débourse de sa poche, en fait, à moins de l'interrompre jusqu'à janvier de l'année d'après. On pourrait faire un parallèle, c'est comme si quelqu'un qui avait un cancer, en janvier, on lui fait 8 séances de chimio et on lui dit, les 8 suivantes, ça sera l'an prochain. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, qui n'est pas du tout logique, en fait. La représentante évoque aussi la question du choix, ou plutôt du non-choix des patients de leur psychologue. Avec un pourcentage si faible de psychologues conventionnés, le patient n'aura finalement pas tellement le choix que de sélectionner peut-être le seul psychologue conventionné dans un rayon de 20 km autour de lui. Même s'il y a quelques changements, ça n'enlève pas le fond du problème. Le patient ne va pas choisir son psychologue. Le patient prendra le psychologue qui sera conventionné. Ça ne va pas changer. Il y a quelque chose qui ne va pas changer. Encore une fois, mettre en place, et on le voit, on l'a vu par d'autres expérimentations équivalentes, par exemple, mettre en place ce genre de dispositif pour basculer la patientèle du public au libéral, ça ne renforce pas les services publics, ça évince tout ce qui est le travail en pluridisciplinarité. Ce point est capital. Plutôt que d'allouer une enveloppe budgétaire conséquente pour les psychologues en libéral, il serait peut-être préférable de renforcer les services publics existants. C'est d'ailleurs l'objet de l'amendement numéro 1530 déposé par le groupe écologiste le 19 octobre 2023. Je vous l'avais bien dit, un vrai cours d'éducation civique. Et là, ça tend même vers un cours de droit public. Cet amendement appelle à tirer les leçons de l'échec du dispositif Mon soutien psy et d'y mettre un terme. Il propose de réaffecter les 170 millions d'euros annoncés pour 2024, quand même, c'est pas une petite somme, vers le recrutement de 2500 postes de psychologues en CMP,
afin de mieux répondre aux besoins de santé mentale en France. On l'a vu par exemple avec les plateformes de consultation et d'orientation pour les 0-6 ans. Un médecin voit qu'un enfant a des difficultés dans le lien aux parents-enfants ou dans le développement, va l'adresser à la PCO, donc plateforme, qui va faire un diagnostic sans voir l'enfant et l'adresser sur des professionnels de santé en libéral, tout professionnel qu'il soit, tout sérieux qu'il soit, compétent qu'il soit. Ces plateformes-là, le premier critère, c'était de dire que c'était pour désengorger les listes d'attente dans les services publics. Bon, 1 an ou 2 ans après, ces plateformes, elles ont la même liste d'attente que le service public. Donc, il y a encore des enfants qui vont passer à côté des soins. Mais ce qui se passe, c'est que certains enfants qui ont des troubles, qui auraient dû être pris en charge par des équipes pluridisciplinaires avec des regards et des approches différentes, sont pris en charge par un psychologue en libéral, s'il y en a un dans la région qui a adhéré à la PCO, un orthophoniste, s'il y en a un dans la région qui a des créneaux et qui a adhéré à la PCO, un psychomote en libéral, et ces professionnels ne se rencontrent jamais pour échanger leur point de vue sur l'enfant. Et s'il s'avère que cet enfant a des troubles graves et qu'il aurait dû être pris en charge dès la toute petite enfance, qui va sortir du dispositif de la PCO à 6 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les CMP seront déjà engorgés par ceux qui sont rentrés déjà depuis tout petit dans le parcours des CMP, et ces enfants-là, qui ont été pris en libéral par différents, qui ont eu un vrai accompagnement, mais très peu articulé, on va dire, entre les professionnels, ils n'auront plus de place à l'âge de 6 ans pour entrer dans un CMP et bénéficier de tout le travail institutionnel qui se fait dans le service public. Ça aussi, c'est un leurre de faire croire aux gens qu'on invente des dispositifs qui seront meilleurs que ceux qui existent actuellement. Vous l'aurez compris, le SNP ne s'oppose pas forcément au dispositif en tant que tel, mais plutôt aux conditions actuelles, tant pour les professionnels que pour les patients. En parallèle, un collectif appelé Manifeste Psy a vu le jour en février 2021, en réaction à la préconisation de la Cour des comptes de la généralisation du dispositif chez les psychologues libéraux. En 2023, le collectif a rédigé un rapport contenant 18 propositions pour redéfinir la place des psychologues cliniciens dans le système de santé actuel. Si vous souhaitez découvrir ce rapport, vous pourrez retrouver le lien dans la description de cet épisode. Le Manifeste Psy propose, entre autres, que le métier de psychologue soit considéré comme périmédical et non paramédical, à l'instar des ostéos, infirmiers, kinés. Le Manifeste Psy propose également l'allongement de la durée des études, passant de 5 à 8 ans, pour devenir un doctorat. Au Canada, par exemple, c'est déjà le cas. Les psychologues ont un PhD, Philosophiae Doctor. En France, ce cursus serait professionnalisant et intégrerait l'apprentissage d'une psychothérapie. Cette proposition ressemble d'ailleurs beaucoup à ce qui se fait déjà en Suisse. Et puis, il y a aussi la question de l'ordre des psychologues. Mais là, je sens que si je continue de vous casser la tête avec ces histoires de propositions de loi, vous allez tous décrocher. Et ça, c'est pas vraiment le but recherché. Alors, je fais volontairement et sciemment l'impasse sur ce sujet. Bravo! Bravo! Oui, je sais, c'est pas très carré, mais bon, on l'a tous fait au moins une fois de zapper un chapitre en révisant pour un examen. Et ici, ça tombe sur la question de l'ordre, pas de bol. Je peux juste vous dire que l'ordre des psychologues n'existe pas en France, contrairement à d'autres professions comme les médecins ou les avocats. Certains en réclament un pour mieux encadrer la pratique et défendre la profession. D'autres s'y opposent pour préserver l'autonomie des psys. Un groupe de travail appelé CEREPSY a été créé en 2018 pour réglementer et donc faire valoir le code de déontologie des psychologues. Aujourd'hui, ce code, bien qu'il soit utilisé au quotidien par les psychologues, ne fait pas loi. Pour ceux que ça intéresse, Internet regorge d'informations précieuses sur le sujet et vous trouverez aussi des liens en description. Avant que Dimitrij, un étudiant helvétique que j'ai interviewé, nous explique comment se passe le cursus en Suisse, je vais d'abord vous raconter une histoire cocasse qui m'est arrivée en préparant cet épisode. Enfin, cocasse. Ça pourrait l'être si ce n'était pas si inquiétant. Pour cet épisode, il me semblait important de fournir l'information sur les enjeux politiques et actuels autour de notre métier. Je ne souhaitais donc pas me positionner. Ici, mon avis importe peu, ce n'est pas la question.
Je voulais simplement recueillir le témoignage d'un psychologue conventionné. Les arguments contre, je les connaissais. Ils avaient été scandés lors des manifestations en 2021 et la représentante du SNP me les avait de nouveau exposés. Je voulais donc aussi donner la voix aux psychologues qui avaient choisi d'être conventionnés. Après tout, leurs arguments doivent aussi être entendus pour que les auditeurs, vous donc, puissiez vous faire votre propre opinion. Je suis donc allée sur un groupe de psychologues sur Facebook en expliquant ma démarche. Et je ne m'attendais pas du tout à l'accueil qui m'a été réservé. C'est à peine si on ne m'a pas traité de fasciste. Il dit qu'il voit pas le rapport. Moi non plus, je vois pas le rapport. Et moi non plus, je ne vois pas du tout le rapport. J'ai donc essayé de ne pas prendre ces insultes et attaques personnellement, de me dire que les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement représentatifs des psychologues de manière générale, mais quand même, je vous avoue que ça m'a mis un petit coup cette histoire-là. À ce moment-là, je vous avoue que j'ai eu un peu mal à ma profession. Les échanges étaient agressifs, insultants. L'opposé complet des qualités attendues d'un psychologue, à savoir l'écoute, la bienveillance et le non-jugement. J'ai presque eu honte d'être moi-même psy à ce moment-là. Une âme charitable a eu pitié de moi. Elle m'a écrit en message privé pour me recommander d'aller sur un autre groupe qu'elle qualifiait de plus respectueux. Je m'empresse donc de rejoindre ce groupe. De nouveau, je me présente, j'explique ma démarche et je demande si quelqu'un souhaite prendre la parole. Et là encore, je ne m'attendais pas à la réaction de mes collègues. Ils étaient terrifiés à l'idée de témoigner. Certains confient avoir reçu des menaces pour la simple et bonne raison qu'ils avaient accepté de se conventionner. Vraiment, les bras m'en tombent, comme dirait ma copine Sonia. J'ai conscience que de parler de cela ne véhicule pas une bonne image du métier de psychologue, alors que je cherche précisément à faire le contraire. Mais je crois qu'au-delà des détails de cette histoire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est face à des professionnels vraiment mis à mal. La profession souffrait déjà d'un manque de reconnaissance, et ce dispositif est venu exacerber cet état de fait, accentuant d'autant plus le malaise déjà existant. C'est le pompon sur la Garonne. Résultat, je n'ai pas réussi à mettre la main sur un collègue conventionné. Pour couper court, parce que je sens que mon histoire jette un peu un froid, je vous propose de regarder ce qui se passe au-delà de nos frontières et d'aller voir du côté des Suisses. Après tout, ils ont la réputation de rester neutres, ce que je cherchais précisément à faire dans cet épisode. En Suisse, le parcours pour devenir psychothérapeute est très structuré et un peu différent de celui de la France. Le système suisse repose sur une formation post-master appelée MAS, Master Advanced Studies, qui est longue et coûteuse. Pour obtenir le titre de psychologue, l'étudiant doit valider, comme en France, un bac plus 5, à savoir un master 2. Dimitrij, étudiant, nous explique ce parcours. Alors, il n'y a pas de sélection de nouveau en master. Les masters à Lausanne sont tous ouverts. Les problèmes, ils viennent bien plus tard. Quand on finit son master, à ce moment-là, on devient psychologue. Et là, il y a une très forte demande, étant donné qu'on finit beaucoup de personnes finissent l'université et deviennent psychologues. On a plusieurs possibilités de spécialisation en master, mais à la fin, on devient tous psychologues. Peu importe le cursus et la spécialisation, il y a une très forte demande, mais très peu d'emplois, très peu d'offres d'emploi. On fait face, en fait, directement à la fin de nos études à une très forte, déjà précarité. Si on n'a pas de soutien familial, si on n'a pas un réseau qui peut nous soutenir, ça devient très facilement difficile. Le titre de psychologue est protégé par une loi, la LPSI, qui a été mise en vigueur en 2013, si je me trompe pas, et qui considère que être psychologue, c'est quelque chose qui est protégé, c'est un titre qui est protégé par l'État. En finissant, du coup, son master, en psychologie clinique, par exemple, on devient vraiment psychologue et on est soutenu par l'État également. Et donc, il y a des associations qui nous permettent de nous former continuellement, qui nous permettent aussi d'entrer dans le monde professionnel, de nous donner des pistes par exemple, c'est la FSP, la Fédération Suisse des Psychologues. Et après, on a des associations cantonales, c'est comme les départements, mais en Suisse, on a des cantons. Donc, des associations, par exemple, des psychologues de Genève ou de Vaud qui permettent, en fait, de créer un réseau et puis de se lier. Trouver un emploi, ça se fait principalement du bouche à oreille et puis c'est quelque chose, c'est le facteur chance est très important. Mais c'est vrai qu'en tant que psychologue, c'est très compliqué d'exercer sauf si on ouvre son cabinet privé. En Suisse, on peut le faire, je pense, depuis 2021. Un psychologue peut ouvrir son cabinet privé. Mais c'est toujours préférable d'entrer dans une formation qui s'appelle le MAS.
Alors le MAS, qui est une formation post-grade, donc après son master, où on va apprendre, acquérir une psychothérapie particulière. Donc là, on entre dans une dynamique où on peut apprendre, on peut faire un MAS en psychodynamique, psychanalyse, approche centrée sur la personne systémique ou TCC, cognitivo-comportemental. Et donc là, c'est un MAS de 5 ans où en fait, c'est en emploi, où on a à peu près 2 ans et demi de pratique, où on pratique globalement les concepts qu'on a acquis en cours. Donc il y a un pan théorique, ensuite il y a un pan qui est plutôt de l'ordre de la supervision, où on apprend avec un formateur, en fait, d'une approche particulière. Donc, si je fais un MAS du TCC, j'aurai un formateur TCC qui me sera attribué pour discuter de mes cas. Donc là, je suis typiquement un psychologue en formation de psychothérapie. Et ensuite, il y a aussi un pan de développement personnel, où en fait, on doit faire des heures de développement personnel avec un psychologue pour pouvoir se découvrir soi, découvrir son identité professionnelle, etc. Finalement, c'est aussi ce que préconise le collectif Manifeste Psy, de passer d'une formation en 2e et 3e année de doctorat à une technique psychothérapeutique spécifique. Le coût et la sélection pour accéder à ces formations MAS créent des disparités importantes, car elles sont très sélectives et onéreuses. Mais permettent aux psychologues qui réussissent à l'intégrer d'avoir un cadre de travail sécurisé avec un remboursement des séances par les assurances de base. On a ces 3 pans en MAS qui sont très importants, qui coûtent très cher. Évidemment, cette formation de 5 ans peut coûter, avec tous ces 3 pans, coûter de 50 000 francs à 70 000 francs. Donc, il faut avoir aussi un budget pour accéder à cette formation. Mais au-delà du budget, chaque année, il n'y a uniquement que 30 places à peu près pour chaque MAS. Donc, c'est là où se fait la sélection. Si on n'a pas une promesse d'emploi qui nous permet en fait finalement d'accéder à ces formations de MAS, c'est très difficile d'y accéder, de se former à la psychothérapie. Et tout l'enjeu en fait d'entrer dans cette formation MAS, c'est d'être remboursé par les assurances de base en Suisse, parce que en tant que psychologue, on n'est pas forcément remboursé par les assurances, donc les personnes doivent payer cash, et c'est pas forcément, voilà, il y a beaucoup de personnes qui subissent la précarité en Suisse, donc c'est pas accessible à tout le monde. C'est préférable de consulter un psychologue psychothérapeute pour être remboursé par les assurances de base. Donc on devient psychologue psychothérapeute et on est remboursé par l'assurance de base, donc la LAMAL en Suisse, sûrement par des assurances complémentaires. Bon, et à partir de ce moment-là, on peut exercer de nouveau seul, on peut avoir son cabinet ou de nouveau en institution publique ou privée. Voilà, c'est selon la demande. Et là, il y a pas mal de demandes quand même pour de nouveau ces postes de psychothérapeute également. Peu d'offres, voilà. C'est toujours le même principe, alors que la réalité en Suisse, c'est que quand je parle de demande qui est très forte aussi, la demande vient pas uniquement des thérapeutes pour obtenir des postes, mais on parle aussi de demande très forte de patients. Il y a énormément de patients qui attendent des délais de 4 à 6 mois pour avoir un suivi thérapeutique. Il y a tellement peu de place pour devenir psychothérapeute, alors que la demande chez les patients est extrêmement élevée, que ça ne répond pas à une réalité en fait. Et c'est ça qui est assez frustrant en tant qu'étudiant, de se dire que finalement la suite va être jalonnée d'échecs, de difficultés. Et c'est vrai que c'est décourageant avant même qu'on puisse entrer dans la réalité professionnelle. Sur le coup, quand Dimitri m'a expliqué, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce système que je découvrais pour la première fois. Je voulais savoir s'il y avait un lien ou non avec le monde médical, si les patients étaient libres ou non d'aller consulter directement un psychologue. Alors oui, il y a un lien avec le monde médical, étant donné que ce sont des psychiatres qui doivent faire des prescriptions de 15 séances pour que les patients puissent venir chez un psychologue ou chez un psychothérapeute. Donc voilà, là on a une prescription de 15 séances qui peut être prolongée à 30 séances, et après on doit faire on doit justifier à partir des 30 séances si la thérapie est nécessaire, pourquoi elle est nécessaire de continuer, pour que potentiellement, par exemple, si on est psychothérapeute, pour que on envoie ces rapports à l'assurance pour qu'elle continue en fait de rembourser ces séances de psychothérapie. Donc voilà, on dépend toujours d'un psychiatre pour réaliser nos séances.
Voilà, ce qui nécessite d'être vraiment dans une relation très forte avec d'autres professionnels également. Le réseau est très important en Suisse pour pouvoir développer son activité, ça c'est sûr et certain. Dis donc, cette histoire de prescription, elle ressemble quand même beaucoup à la phase expérimentale du dispositif en France. Voilà un peu à quoi ressemble le système en Suisse. Je n'ai pas le temps de développer le système canadien, mais on l'a déjà quand même un peu évoqué. La comparaison entre les systèmes français, suisses et canadiens révèle des approches variées en matière de santé mentale, avec leurs forces et leurs limites. En France, le dispositif Mon Psy a tenté de rendre le soin psychologique plus accessible. Toutefois, les contraintes comme le faible nombre de séances remboursées, les tarifs imposés et le peu de psychologues conventionnés, moins de 5% je vous rappelle, suscitent des critiques. Ce modèle fragilise les professionnels et limite la continuité des soins pour les patients. En Suisse, devenir psychothérapeute passe par un parcours rigoureux avec des formations coûteuses et sélectives qui garantissent une pratique encadrée. Cependant, les prescriptions psychiatriques obligatoires pour le remboursement des séances et les longs délais d'attente posent problème. Ce système reste hors de portée pour de nombreux patients et jeunes professionnels. Au Canada, le doctorat est requis pour devenir psychologue, assurant un haut niveau de formation. La collaboration étroite entre psychologues et autres professionnels dans des réseaux de soins intégrés est un atout majeur. Mais comme en Suisse, l'accès aux soins reste inégal, avec des délais importants et des disparités entre provinces. Il existe d'autres instances représentatives au niveau national et européen. La FFPP, la Fédération française des psychologues et de psychologie. C'est une organisation professionnelle qui regroupe des psychologues et des associations en France. Elle vise à représenter la diversité des pratiques psychologiques, défendre les intérêts de la profession et promouvoir la psychologie comme discipline scientifique et pratique. À l'échelle européenne, on retrouve l'EFPA, Fédération européenne des associations de psychologues, qui joue un rôle similaire. Elle regroupe les associations nationales de psychologues de nombreux pays européens. Son objectif est donc de promouvoir la psychologie et son développement en Europe, de favoriser l'harmonisation des standards professionnels et éthiques et de représenter la voix des psychologues auprès des institutions européennes. L'EFPA est également impliquée dans des initiatives de recherche, des projets transnationaux et des campagnes de sensibilisation sur des enjeux de santé mentale à grande échelle. Et pour approfondir, vous trouverez quelques liens dans la description de cet épisode. Vous l'aurez compris, être psychologue, c'est bien plus qu'un métier. C'est une vocation, un engagement et souvent un acte politique. Entre la défense de l'indépendance professionnelle, les enjeux de reconnaissance et les défis liés aux dispositifs actuels comme Mon Psy, la profession est en quête d'un équilibre entre accessibilité des soins pour tous et respect des réalités du métier. La comparaison avec la Suisse nous montre qu'aucun modèle n'est parfait, mais que chaque pays cherche, à sa manière, à répondre à la demande croissante en santé mentale. Ensemble, professionnels, syndicats et instances représentatives, nous avons le pouvoir de faire bouger les lignes pour construire un avenir où la psychologie sera à la fois mieux comprise, valorisée et accessible. Et vous, chers auditeurs, que vous soyez psychologue, patient ou simple curieux, vous avez aussi un rôle à jouer en partageant ces réflexions ou en faisant entendre votre voix. Dans le prochain épisode, on explorera ce qui pousse tant de personnes à embrasser cette profession malgré les défis. Pourquoi devient-on psychologue ? Qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui exercent ce métier ? Et pourquoi le considère-t-on souvent comme un beau métier ? La psy c'est pour les fous. Avant de vous quitter, place au mot de la fin. Si vous êtes psychologue, je vous encourage vivement à rejoindre un syndicat comme le SNP. Et comme le dit la représentante, plus on est nombreux, plus nous avons de voix et de pouvoir. Ensemble, nous pouvons défendre notre métier, améliorer nos conditions de travail et faire entendre notre voix face aux enjeux politiques qui nous concernent tous. Et si vous n'êtes pas psychologue, sachez que connaître ces enjeux n'est pas anodin. Ces dispositifs et ces luttes impactent directement votre accès aux soins et leur qualité. Comprendre ce qui se joue derrière tout ça, c'est aussi mieux saisir les défis auxquels font face les professionnels qui vous accompagnent. En étant informé, vous devenez acteur du système, capable de faire des choix éclairés pour vous et vos proches, et de soutenir une cause qui touche profondément la santé et le bien-être de chacun. Parlez-en, partagez ces informations car ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Pour soutenir ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un commentaire. Ça m'aide à me faire connaître. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description.
Au fait, je suis l'auteur d'un livre qui raconte comment se libérer de sa famille dysfonctionnelle grâce à la thérapie. Si vous pensez que ce livre peut vous aider ou être utile à l'un de vos proches, alors n'hésitez pas à vous le procurer. Et si toutefois j'ai réussi à vous convaincre de commencer une thérapie, mais que vous ne savez pas qui aller voir, réservez dès maintenant votre consultation d'orientation thérapeutique sur mon site internet. J'en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette série. Le montage a été fait par Anastasia DeSantis du studio Storia. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.